Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, comme à mon habitude, avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Vous allez bien? Oui, compte tenu de l'âge, je me plains pas. Bon, en tout cas, il fait beau. Je trouve que ça... Ça sent le printemps. Oui, ça sent le printemps. Ça redonne un petit peu le moral. On a eu un mois de mars, faut dire, un peu moche. J'ai même préféré le mois de février parce qu'il faisait plus beau et donc je pouvais prendre mon café au soleil le matin sur mon balcon, c'était sympa. Oui. Mais j'ai pas pu le faire en mars parce qu'il faisait moche à peu près tous les jours. Pour cette émission, alors nous avons pas mal de sujets que je pense que nous n'allons pas du coup évoqué en grande profondeur, mais le premier, c'est un sujet qui a fait le succès justement de ces émissions pendant un bon moment, c'est le prix de l'énergie, le coût de l'énergie. Donc j'ai vu par exemple que le prix du gaz avait beaucoup baissé, alors ça veut pas dire que les factures de gaz à la maison vont baisser, mais en tout cas ça veut dire que pour les fournisseurs, ça coûte moins cher et donc la plus-value est beaucoup plus importante. Donc aujourd'hui, il est aux alentours de 44-45 € par mégawattheure. Il avait atteint un pic à quand même 350 € par mégawattheure en septembre, donc c'était absolument énorme. Et donc 44 €, ça correspond à peu près à son niveau d'août 2021, donc quelques mois avant, 6 mois avant environ l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pareil, pour le prix du baril de pétrole de Brent qui est repassé sous les 80 $ récemment. Alors, est-ce que ce pan de la crise, pan de la crise qui se rapporte à l'énergie, selon vous, est derrière nous? Écoutez, je ne crois pas, mais on va essayer d'expliquer un petit peu la façon dont le marché du pétrole est en train de se fragmenter. Mettons, il y a à peu près un an, le marché du pétrole était un marché en dollars et qui était un marché mondial. Donc, vous aviez des indices, le WTI au Texas, le Brent en Angleterre, puis l'indice du prix du gaz, je crois que c'était à Rotterdam, je crois. Et donc, c'était des prix mondiaux. Et puis, ce qui est en train de se passer, c'est que le marché du pétrole, du gaz sont en train de se fragmenter. Par exemple, quand vous prenez dans les statistiques indiennes le prix du pétrole qu'ils importent, et en particulier de Russie, vous vous rendez compte d'abord qu'il n'est plus en dollars, il est en roupies, je crois, et ensuite qu'il est 20% moins cher que le prix mondial. Donc, cette façon d'exclure le monde russe, qui était quand même le premier ou le deuxième producteur de pétrole, fait que vous avez maintenant la transparence du marché du pétrole. Les marchés ne sont plus des marchés mondiaux. C'est-à-dire que le marché du gaz, le marché du Brent, sont maintenant des marchés locaux, des marchés européens. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire que ça devient très difficile pour nous. Par exemple, dans ma principale société, on prenait le prix du pétrole comme un prix mondial qui s'appliquait à tout le monde. Mais ça veut dire que quelque part, compte tenu de ce qui se passe, des pays comme l'Inde, la Chine, une grosse partie de l'Asie, vont avoir accès à de l'énergie qui sera quelque part 25% moins cher que nous, au prix d'aujourd'hui, quoi. Et ça veut dire que déjà on n'était pas très compétitif, mais alors là, on prend une perte de compétitivité encore ici. Donc, on travaille ici là-dessus. Ça devient difficile parce que c'est aussi quelque chose que je crois avoir déjà dit ici, c'est que quand il n'y avait qu'un seul système de paiement, SWIFT, vous aviez toutes les informations dont vous avez besoin, ça mettait du temps à sortir, mais enfin ça sortait toujours. Mais si vous avez 2 ou 3 systèmes de paiement qui se mettent en place, il y a des tas de pays qui vont dire moi je ne vois pas pourquoi je donnerais mes informations aux États-Unis ou à la communauté internationale. Donc ça veut dire qu'en ce qui concerne le commerce international, les matières premières, le pétrole et ces trucs-là, la qualité des informations qu'on va avoir sur le prix que les gens payent vraiment, ça va devenir un peu la bouteille à l'encre. Mais ce que je retire comme conclusion, c'est que si le marché, le Brent et le prix du gaz à Rotterdam sont devenus des prix purement européens, ça veut dire aussi que comme l'Europe est l'acheteur marginal, si d'un coup il y a une pénurie qui se passe ailleurs, c'est là où ça va être le choc le plus fort, puisque tous les autres contrats sont des contrats à long terme. Si vous voulez, la Russie a signé des contrats à long terme avec la Chine, avec l'Inde, tandis que nous, on a des contrats à long terme avec personne. Donc en ce moment, on bénéficie de la baisse, mais si ça repart dans l'autre sens,
Si on a un hiver froid, boum, ça repart dans l'autre sens. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ça devient très difficile de comprendre exactement ce qui se passe dans le marché de l'énergie. Je vous donne un autre exemple qui m'a laissé pantois, c'est que la Chine ouvre à peu près 2 centrales à charbon par semaine en ce moment. Donc, ça y va, le charbon. Hein. Sauf que les centrales de Chine, maintenant, les nouvelles centrales chinoises à charbon, sont tellement efficientes dans le domaine de la protection de l'environnement que si on mettait toutes les centrales à charbon dans le monde, à ce niveau-là, ça ferait baisser les émissions de CO2 de 10% dans le monde. Ça serait beaucoup plus efficace que d'avoir mis tout le monde à l'arrêt comme on l'avait fait au moment du Covid. Mmh. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe des choses aujourd'hui. Bon, le charbon, si le charbon redevient quelque chose qui est beaucoup moins polluant en termes de CO2, du charbon, on en a à ne savoir qu'en foutre. Ouais. Toute la Sibérie, c'est du charbon, je veux dire. Donc, on sait pas quoi en faire, quoi. Je veux dire, il y en a partout. Et l'Australie, le plus meilleur charbon du monde est en Indonésie. Donc, tout ça, ça va. Donc, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que avec un marché qui devient sans doute beaucoup moins profond, beaucoup plus illiquide, les variations d'un jour à l'autre peuvent être très fortes. Et alors, les variations, si le prix du gaz double maintenant dans les 12 mois qui viennent, j'ai l'impression que l'Inde s'en contrefout, parce qu'ils ont des contrats à long terme. Mmh, ouais. Mais nous, en Europe, on a des contrats à long terme avec qui ? Avec personne. Ouais. Et donc, ça accroît la vulnérabilité du système. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait un système qui était bien rodé, qui fonctionnait bien, où il y avait un prix mondial. On va se retrouver un système où il y a 2 ou 3 prix, et puis on n'aura pas les informations, ou elles arriveront trop tard. Si vous connaissez le prix du pétrole que les Russes vendent aux Indiens ou aux Chinois, j'aimerais bien le savoir, moi, parce que j'ai pas vraiment d'idée, quoi. Donc, je me sens mal à l'aise parce que d'un seul coup, vous savez, quand j'ai commencé dans ce métier, la difficulté, c'était il y a 40 ou 50 ans, la difficulté, c'était de trouver les informations. Et puis ensuite, les informations étaient toutes disponibles il y a 3 ans sur Bloomberg en temps réel. Ouais. Et ben, on va revenir dans une période où ça va être difficile de trouver les informations. Donc, ouais, ça me met mal à l'aise. Ce que ça veut dire, c'est que nous, avec le marché européen, on est beaucoup plus soumis aux fluctuations en fait, des prix de marché. Et donc, parce qu'on n'a pas de contrat à long terme. D'accord. Donc, on les avait avec la Russie, mais on les a annulés. Donc les pays comme la Chine ou l'Inde, eux, ils sont beaucoup plus dans une logique de stabilité à long terme. Voilà, ils ont en quelque sorte négocié à l'occasion de cette crise une stabilité de leurs ressources énergétiques que nous avions et que nous avons perdues. Alors tout ça est très intéressant. Je rappelle à nos auditeurs aussi qu'ils peuvent tout à fait poser une question à Charles dans les commentaires que je sélectionnerai pour la semaine prochaine. Et alors, il y a un sujet aussi que j'ai vu passer sur Twitter cette semaine. Ça m'a intéressé, donc je voulais le restituer un petit peu ici. On a beaucoup parlé dans ces émissions du gouvernement des juges. Oui. Donc le fait que les juges, certaines cours de justice faisaient de la politique à la place justement du législateur. Introduisaient des changements sociétaux sur lesquels le législateur n'avait pas voté. Voilà, donc sur Twitter j'ai vu passer un fil donc, de Pierre Maricelve qui est le directeur de l'Institut pour la justice. Donc je tenais à le restituer ici, j'ai pas mis tous les exemples parce que ce serait un petit peu long, mais j'en ai mis quelques-uns pour les illustrer. Donc par exemple en 2014, la CEDH a demandé, donc par une décision de justice, à la France d'autoriser le syndicalisme dans l'armée. Ça, je savais pas. Oui, je le savais, oui. C'est-à-dire à 5h du soir, on arrête de se battre. C'est ça. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a inventé le statut de réfugié environnemental en 2020. C'est-à-dire qu'elle avait annulé l'expulsion d'un homme asthmatique qui était originaire du Bangladesh parce que, en fait, l'air du pays, donc du Bangladesh, était trop pollué. Donc on lui a dit, non, voilà, vous restez en France, on peut pas vous expulser parce que vous êtes asthmatique. Le Conseil d'État, aussi ça c'est très connu, en 1978 avait interdit le gouvernement de revenir sur le regroupement familial. Donc cette histoire elle était assez intéressante. 2 ans avant, il y avait eu un décret donc, du gouvernement qui avait institué le droit au regroupement familial. Donc si vous étiez arrivé en France, vous pouviez faire la demande de ramener toute votre C'était un famille. des triomphes de Giscard, ça. Oui. Voilà, exactement, donc en 1976. Signé par Chirac qui était Premier ministre. Voilà. À l'époque, tout à fait, c'était Chirac, Premier ministre. Ensuite, c'était Raymond Barre, le Premier ministre. Et donc, 2 ans plus tard, Raymond Barre s'est dit, bon, le gouvernement a ouvert la possibilité du regroupement familial, donc il peut aussi la fermer. Mmh. Et le Conseil d'État a dit non. Le Conseil d'État a inventé le principe de droit à mener une vie familiale normale, donc il a érigé en principe général du droit.
Donc c'était un principe qu'il a érigé du préambule de la Constitution de 1946, qui était donc dans le bloc constitutionnel depuis une décision pareille du Conseil constitutionnel de 1971, dont on a déjà parlé. Et donc derrière, Raymond Barre, il s'est dit bon, si on peut pas revenir dessus par décret, on va revenir dessus par une loi, donc qui est insusceptible de recours face au Conseil d'État. Et cette fois-ci, c'est Chirac qui avait fait le blocage à l'Assemblée juste pour faire chier son monde, quoi. Donc merci beaucoup à Jacques Chirac et au Conseil d'État pour ce moment de gloire de l'histoire française. De gloire démocratique. Et c'est quelque chose qu'on voit partout. Par exemple, dont on a beaucoup parlé, l'avortement aux États-Unis. Vous savez, c'était une décision qui avait été prise par la Cour suprême des États-Unis parce qu'ils avaient découvert dans les textes fondateurs des pères fondateurs américains le droit à l'avortement. Il fallait un œil d'aigle pour le décerner. Oui. Ils l'avaient trouvé, donc ça a été passé. Donc on voit qu'il y a toute une série de changements sociétaux comme ça qui sont passés sans que la représentation populaire, directement par référendum ou par l'intermédiaire de ses représentants élus, ait été consultée en quoi que ce soit. Et donc on voit bien le rôle du juge qui est d'essayer de changer la société selon des choses qui lui conviennent à lui, mais c'est pas son rôle, c'est pas de créer la loi, c'est de l'appliquer. Ouais. Donc il y a toute une série de juges. En ce moment, il y a des bagarres en Israël pas possible aussi, parce qu'ils sont en train d'essayer de changer le... On va en parler juste après. Ils sont en train d'essayer de changer le rôle tout à fait exorbitant de la Cour suprême, qui dans le fond essaye de gouverner Israël à la place du gouvernement élu. Donc on peut se dire que c'est très bien qu'il faut respecter le droit, mais... le droit, c'est pas, dans quelque sorte, le juge est un fonctionnaire dont le rôle est d'appliquer le droit tel qu'il a été défini par l'Assemblée, présenté par le gouvernement, et non pas de dire vous n'avez pas le droit de présenter ça, ou que si vous l'avez présenté, on va vous opposer des textes qui ne sont pas des textes législatifs, comme par exemple le préambule de la Constitution, mais qui sont juste des textes d'intention, de morale, d'intention. Donc, dès le moment où vous permettez à la morale des juges d'intervenir dans le processus législatif, dans le processus de changement, ça s'appelle un gouvernement des juges, et je sais pas, mais il y a des tas de... C'est de ça dont est mort en particulier la royauté. À partir du moment où ils ont laissé le Parlement, qui était une série de juristes, à bloquer toutes les réformes économiques que le gouvernement voulait faire, ils étaient foutus. J'ai deux autres exemples qui sont... Bon, je vais pas dire rigolo parce que faudrait les prendre avec un certain second degré, mais enfin quand même assez édifiante. Le Conseil d'État a annulé l'expulsion d'un homme tchétchène qui avait été condamné 4 fois en 4 ans, notamment pour apologie du terrorisme, entre autres. Car, selon l'argument du Conseil d'État, en fait, c'était de dire l'apologie du terrorisme, c'est pas un acte de terrorisme en soi, bon, d'accord, mais enfin, on pourrait... dans ce cas-là, on devrait supprimer toutes les lois mémorielles. Oui, mais voilà... Parce que moi, je suis tout à fait d'accord pour les supprimer, si vous voulez. J'ai toujours trouvé... Pour moi, la liberté d'expression, et c'est là où je serais assez d'accord avec le Conseil d'État dans ce cas-là, c'est un absolu. Mais on peut dire que faire l'apologie du terrorisme, c'est un délit, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de le faire s'il en a envie. Une fois qu'il l'a fait, on le présente devant un tribunal, il est condamné, il est exclu, il est expulsé. Ouais. Mais interdire l'expulsion au prétexte que c'était comme ça, c'est comme ça et que c'est pas autrement et que c'est eux qui décident. Par exemple, où était... Je vais faire une petite incidence là qui me gêne, mais je vais sans doute écrire quelque chose là-dessus parce que ça me tracasse beaucoup. En principe, il y a quelque chose qui vient de l'Église catholique et que le gouvernement sert au bien commun. Vous avez déjà entendu cette expression, au bien commun. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les dernières atteintes à nos libertés individuelles, c'était toujours au nom du bien commun qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on nous avait enfermés chez nous, on nous a forcés à nous vacciner, etc. C'était toujours au nom du bien commun. Donc il faut faire très attention. Le bien commun, maintenant, les ennemis de la liberté l'ont chopé à leur propre... Et ils prétendent que comme ils sont le gouvernement, ils représentent le bien commun. Ouais. Et ils atteignent à nos libertés individuelles en se servant de ce prétexte. Par exemple, ils se donnent le droit de nous censurer. On n'a plus de liberté d'expression. Donc il faut faire très attention, encore une fois, au logos, vous savez, le langage. C'est-à-dire que nos ennemis s'emparent toujours du logos pour le retourner et pour en faire exactement le contraire. Et c'est exactement ce que disait Orwell. C'est-à-dire la démocratie, c'est la dictature, l'esclavage, c'est la liberté. Enfin, vous voyez, c'est donc... Et là, on a un cas parfait de quelque chose qui est le gouvernement
pour les gens, dans le fond, promouvoir le bien commun, c'est ce que doit faire un gouvernement de qualité, et ben il s'en sert pour accroître son pouvoir. Donc c'est une saloperie. Donc il faut se méfier du gouvernement dans tous les cas de figure. Ouais. Mais c'est sûr, dans toute société, il y a des principes directeurs donc, que les gens apprécient. Ça peut être la religion. Aujourd'hui, dans nos sociétés françaises, c'est les valeurs de la République. On peut parler du bien commun dans à peu près pas mal de sociétés. Et à chaque fois, le problème de ces valeurs-là, c'est qu'elles sont... elles sont toujours bien lorsqu'elles sont mises en œuvre par des gens qui les comprennent bien et qui n'ont pas de mauvaises intentions. Et à chaque fois, le problème, c'est qu'il peut toujours y avoir quelqu'un qui les redirige. Absolument. Mais toute notre civilisation, comme je ne cesse de le dire, a été fondée sur la prééminence de l'individu sur le groupe. Mais à partir du moment où vous dites qu'au nom du bien commun, on va mettre en esclavage les individus, c'est complètement à l'écart, à l'envers de ce qu'on a été depuis 20 siècles. Donc, une fois encore, je vois ces gens-là se saisir d'une notion qui a été développée par les gens qui étaient des individus pour condamner, pour nous empêcher de jouir de nos libertés individuelles. Donc, il faut faire très, très attention, encore une fois, aux mots. Bien sûr. Donc oui, il y a ça, il y a le bien commun, donc qui a été utilisé... on peut quasiment dire à l'inverse pendant ces dernières années. Mais complètement. Pareil, les valeurs de la République, si demain Mélenchon accédait au pouvoir, il pourrait tout à fait faire un tas de trucs en se revendiquant des valeurs de la République. Mélenchon, il trouve que les valeurs de la République sont appliquées de façon merveilleuse à Cuba et au Venezuela. Oui, par exemple. Par exemple, ça n'a pas l'air de le gêner. Donc si lui il était au pouvoir, je ne vois pas pourquoi il ferait autre chose. Absolument. Dernier exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, donc encore elle, a condamné la Belgique pour avoir extradé un terroriste aux États-Unis car il y encourait la perpétuité réelle. Donc l'État belge, cette engeance fasciste qu'on connaît bien, a donc dû lui payer à ce terroriste 90 000 € de dédommagement. Voilà, c'est quand même intéressant cette jurisprudence. Mais c'est absolument extraordinaire parce que ou bien vous extradiez, vous refusez toute extradition, parce que par exemple vers les États-Unis, qui sont à pays où la peine de mort existe encore, donc vous dites non, je ne vais pas envoyer un gars qui risque de se faire griller sur une chaise ou fusiller ou j'en sais rien, ou à qui on va donner un petit poison. Ou bien les traités internationaux d'extradition avec les États-Unis sont valables, et à ce moment-là, les Européens n'ont pas à se préoccuper de la façon dont les États-Unis utilisent leurs droits. Par exemple, je trouve faire une extradition sur Assange est un meurtre. C'est en fait parce que vous savez très bien qu'Assange, on cherche à l'amener aux États-Unis parce qu'il a révélé des secrets aux États-Unis que les États-Unis n'auraient jamais voulu. Oui. On peut opérer un principe de proportionnalité, c'est-à-dire, bon, là c'était un terroriste, donc c'était un peu c'était difficile à défendre. Maintenant, si quelqu'un risque la peine de mort dans son pays parce que il a ouvert un peu trop sa bouche, voilà, on peut dire, oui, mais en fait, en ne l'extradant pas, je défends la liberté d'expression. Je vais pas, et comme je suis contre la peine de mort, je l'envoie pas aux États-Unis. C'est très bien. Mais tout ça, ça prouve à quel point ces juges interviennent dans des processus soit judiciaires, soit politiques d'autres pays, en disant, dans le fond, implicitement, notre droit est meilleur que le vôtre. Je sais pas. Et il est au-dessus du vôtre aussi. Non, mais nous, en tout cas, il est au-dessus du vôtre. C'est-à-dire que quand vous nous demanderez une extradition, quand il y aura un gars aux États-Unis qui aura fait quelque chose en Belgique, les Américains diront allez, au faire cuire un œuf, il est tranquille, nous on fait rien. Donc cette espèce de différence de niveau dans les différents droits de l'intervention des juges amène automatiquement à des injustices criantes. Ouais, et on s'empêche nous-mêmes de faire des choses, c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que alors il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que la Cour européenne de justice nous empêche un peu moins de faire des trucs dans ce domaine-là, mais la contrepartie, c'est que la Cour européenne de justice met le droit de l'Union européenne au-dessus de la Constitution, ce qui est un problème pour nous. La différence avec la CEDH, c'est que la CEDH, elle met pas le droit donc de la Convention européenne des droits de l'homme au-dessus des constitutions nationales, mais c'est quand même au-dessus des lois et c'est reconnu comme tel par beaucoup de pays. Donc il faut sortir, si on veut retrouver notre souveraineté, encore une fois, il faut sortir et de la CEDH et de la Cour de justice européenne, puis c'est tout. Il n'y en a aucune raison d'avoir un droit
qui s'applique à nous alors qu'il n'est pas sous le contrôle de la République souveraine française, quoi. La République française, d'après la Constitution, est une et indivisible. Mais là, on est en train de diviser le droit entre une partie du droit qui s'applique chez nous puis une partie du droit d'un autre droit qui s'applique chez nous. Ça veut dire qu'elle n'est pas une, et elle est seconde. On s'empêche, ce faisant, ad vitam de faire certaines choses. Et en plus de ça, on signe un certain texte à un certain moment, et puis à chaque fois, les juges donc européens, ou parfois même juges nationaux, utilisent ces textes-là et étendent à chaque fois leur pouvoir d'ingérence dans la vie démocratique. Donc il faudrait que quelque part, les juges soient élus. Oui, on pourrait faire ça. Comme c'est le cas dans beaucoup d'États aux États-Unis où les juges sont élus. Quand c'est à ce niveau-là, oui. Par exemple, il y avait une organisation qui, il y a quelques années, avait révélé que, notamment au niveau de la CEDH, beaucoup de juges étaient en rapport étroit avec la fondation de George Soros. Donc, ils étaient payés, oui. Voilà, ils étaient payés par on l'a prouvé, ça avait été, je crois que c'était Valeurs Actuelles qui avait sorti le dossier. Oui, Valeurs Actuelles avait sorti un gros dossier. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été virés depuis. Hein, ça a fait grand bruit. Mais ça veut dire qu'il a mis d'autres qui payaient, quoi, c'est pareil. Oui, voilà. Et ce faisant... La plupart de ces juges, compte tenu de leur âge, ont dû commencer leur carrière quand même à un moment où ils étaient des juges communistes, quoi. Oui, minima donc, trotskiste, ouais, c'est certain. Et alors pour faire le lien avec l'actualité, vous avez effleuré le sujet, on a Israël. Donc qu'est-ce qui se passe en Israël ? On a Netanyahou qui se fait un petit peu bousculer par une opposition assez forte, que ce soit dans le monde politique ou dans la rue, il y a des grosses manifs. Et médiatique. Il est à peu près aussi populaire en Israël auprès de la gauche que Trump l'était auprès du Parti démocrate, pour des raisons à peu près similaires. Oui, tout à fait, pour des raisons tout à fait similaires. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il y a un projet de réforme de la justice en Israël. C'est-à-dire qu'on a en Israël une cour de justice, une cour suprême, qui est en France l'équivalent et de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel. Donc c'est une cour, c'est une cour extrêmement puissante qui peut tout bloquer. En fait, Netanyahou voudrait changer un petit peu la manière dont on recrute, dont on nomine, dont on nomme. Parce que c'est une cooptation. Voilà, c'est une cooptation. Il voudrait changer ça. Il voudrait que le gouvernement, en fait, puisse nommer certains des membres de cette cour. Et donc, grosse opposition à ce projet-là, et je dirais même au niveau de l'Occident de manière générale, parce que tous les journaux... Mais la mondialisation ne peut se passer que si elle est imposée aux différents pays par des cours qui sont extérieurs au pays et non élus, et donc on impose au nom d'un droit international qui n'existe pas, qui n'a aucun support juridique et qui n'a aucun support démocratique, on impose des choses non démocratiques à des États. Et donc, s'il n'y avait pas ces cours internationales qui, dans le fond, font le jeu des Soros de ce monde, eh bien, on n'aurait pas tous ces ennuis. Donc, encore une fois, le vice de la France aujourd'hui, c'est que tous les juges viennent de l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, et que la première promotion, je me souviens, celui qui était le premier directeur de l'école avait dit entre le possédant et le prolétaire, choisissez toujours le prolétaire, entre le locataire et le propriétaire, choisissez toujours le locataire. Donc il leur avait donné une feuille de route, qui n'a jamais changé depuis, que la justice n'est pas égale pour tous. Selon que vous serez puissant ou misérable, si vous êtes misérable, c'est toujours pour vous. Si vous êtes puissant, vous en prenez plein la gueule. Sauf si vous êtes suffisamment puissant pour que vous puissiez nommer les juges, comme le font le gouvernement français à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des tas de personnes qui devraient être poursuivies dans le comportement et qui ne sont pas poursuivies parce que simplement on ne commence pas à instruire le dossier. Donc on a un vrai problème avec la justice, c'est qu'ils passent leur temps à s'occuper des choses dont ils ne devraient pas s'occuper et à pas s'occuper des choses dont ils devraient s'occuper. Et donc on a un vrai problème dans tous nos pays de la justice. Et c'est pour ça que la solution aux États-Unis, dans certains États, de faire élire les juges, moi je serais assez pour. Est-ce que vous pensez que c'est le plus gros obstacle aujourd'hui pour un gouvernement de s'opposer justement à la justice qu'elle est faite aux juges ? Il va falloir que tous les gouvernements démocratiques, à un moment ou à un autre, se payent leur justice. Parce que ça fait partie maintenant, si vous voulez, la justice dans nos soi-disant démocraties, en fait dans la démocratie, est devenue l'ennemi naturel de l'État quand il exerce sa force légitime. Vous savez, la prérogative de l'État, c'est le monopole de la violence légitime. Eh bien, les juges aujourd'hui essayent d'enlever à l'État cette prérogative, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'État.
Et on le voit tous les jours. Donc Dieu sait que je suis libéral, mais il faut qu'il y ait un État qui soit fort et très musclé et assez petit. J'ai pas besoin d'une espèce de grosse méduse qui sert à rien et à qui tout le monde donne des coups de pied et qui n'a aucun intérêt, quoi. Voilà pour ce volet du gouvernement des juges. Rien à voir, mais Goldman Sachs fait de la prospective. Donc, je me méfierais beaucoup. Alors, évidemment, on est très fondé à s'en méfier par rapport à ce qui s'est passé il y a 15 ans. Donc, on ne dira pas qu'ils ont une boule de cristal et qu'ils voient parfaitement l'avenir. Non, c'est vrai comme je dis. Mais s'ils le voyaient, ils vous annonceraient le contraire pour qu'eux, ils puissent gagner de l'argent pendant que... Oui, c'est pas faux. donc, si vous voulez, je ne crois pas que Goldman soit là pour faire le bien de l'humanité, quoi. Oui, non, d'ailleurs, on leur demande pas, on y croit je pas. ne leur prête pas non plus cette prétention-là. Mais enfin, ils font de la prospective et en fait, ils ont essayé de faire un classement potentiel des économies des nations en 2075. Et ils placent la France, donc notamment derrière l'Égypte, derrière le Nigeria, derrière les Philippines. Alors je vois ça, je suis un peu dépité, en même temps je me dis, c'est quand même la trajectoire qu'on est en train de prendre. Alors est-ce que selon vous, il pourrait exister une autre issue pour le pays ? Si on reste dans la structure européenne aujourd'hui, certainement pas. On y va tout droit. Et est-ce que c'est possible sans avoir de réelle croissance démographique ? Parce que c'est ça aussi qu'on voit, c'est que ce sont des pays qui vont avoir 200 millions, 300 millions, 400 millions d'habitants qui vont nous passer devant. Forcément, c'est difficile de rester devant avec 70 millions. Pour y revenir, mais le pays qui dépose le plus de brevets par habitant dans le monde, etc., d'ailleurs, dans les 3 ou 4 premiers, c'est Israël. Donc, si vous avez un système d'éducation qui est de très grande qualité, je ne me ferai pas trop de soucis. Mais par contre, comme le but, ça a été, pour raison que j'ai jamais très bien comprise, d'écrouler notre système d'éducation qui était un des meilleurs du monde, pour en faire une fabrique de crétins, comme dit Brichelli, si on continue à produire en masse des crétins, je pense que l'avenir va pas être très brillant, quoi. Surtout que, c'est horrible à dire, mais j'en ai discuté ici avec un homme au sujet du suaire de Turin, mais qui s'intéresse à toutes ces choses-là. Le langage s'appauvrit. Parce que, c'est une raison avec les téléphones, ça, le langage s'appauvrit. Et plus le langage s'appauvrit, plus la population s'abêtit. Parce que pour véhiculer des idées compliquées, il faut parfois utiliser des concepts qui sont pas les plus évidents et qui impliquent une compréhension en profondeur du langage. Donc, il me semble que les Philippines, ils ont un langage extraordinairement simple qui s'appelle le tagalog. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, etc. C'est un drôle de langage, mais ils sont très bien. Si le niveau d'éducation monte aux Philippines et monte beaucoup, et qu'ils passent du tagalog, dans le fond, comme langage normal à l'anglais, ils vont faire un progrès massif, même si c'est un anglais abattardi, dans leur langage. Nous, on est en marche arrière. On est en train d'appauvrir notre propre langue. Donc, encore une fois, je relis ça au Logos, et je dis, si on continue à foutre en l'air notre Logos, ils ont raison, quoi. Donc vous pensez que cette prospective de Goldman Sachs, elle est tout à fait réalisable ? C'est tout à fait réalisable, mais pour être honnête, si on continue sur la trajectoire sur laquelle on est, je ne suis pas certain qu'il y aura quelque chose qui s'appellera la France en 2070. Il y a ça aussi, hein. C'est vrai, on sait pas trop où on sera. On sait pas ce que ce sera, ouais. On sait pas ce que ce sera. Et alors, par rapport à ça, pour essayer de contrer le nivellement par le bas de notre économie, beaucoup de gens, notamment dans ce milieu souverainiste, parlent beaucoup de la réindustrialisation du pays. Aujourd'hui, on a un pays qui est industrialisé à hauteur de 9%, c'est au niveau de la Grèce. Est-ce que vous pensez déjà dans un premier temps qu'il faut effectivement essayer de réindustrialiser le pays ? Et si oui, comment ? Vous savez, c'est un peu désespérant. Moi, je me tue à dire que quand les gens me disaient que la France avait la droite la plus bête du monde, mais ils oubliaient d'ailleurs de dire qu'elle avait aussi la gauche la plus bête du monde, donc la classe politique la plus belle du monde dans son ensemble. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi la droite est la plus belle du monde. Et j'ai compris depuis 2-3 ans, en fréquentant tous ces gens-là, en essayant de les comprendre et ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ne comprennent rien à la création de valeur.
C'est-à-dire, dans un acte d'un entrepreneur, c'est quand même, vous prenez toute une série de facteurs qui, si vous l'additionnez, valent 100. Et puis, vous produisez un produit qui n'existe pas ou qui est meilleur que les produits précédents et vous le vendez 120. Et les gens l'achètent volontairement. Donc, l'acte de création de valeur, ça suppose une création d'abord de la part une création libre de la part des entrepreneurs et de l'autre côté, un achat libre de la part des consommateurs futurs. Or, en France aujourd'hui, dans 62-64% du PIB, nous n'avons ni création de valeur, ni transaction volontaire. Donc, quand vous êtes à 38% de secteur privé, parler de réindustrialisation, c'est comme parler d'inondation au Sahara, quoi. Ça arrive, mais enfin, ça... C'est pas tous les jours. Ouais. C'est pas tous les jours, je veux dire. Donc cette droite n'analyse pas le problème essentiel, qui est cette espèce de l'augmentation de cette métastase qu'est l'État, qui bouffe tout et qui détruit tout. Et eux, leur but, c'est de prendre l'État pour refaire un État napoléonien. Mais l'État napoléonien, il faisait 12% du PIB, à tout casser. Et aujourd'hui, on est à 62. Donc, ils me disent, on va réindustrialiser. Mais ça veut dire, mais ça sert à rien. Il faut simplement libérer les Français pour que s'ils veulent, ils fassent de l'industrie. Mais si maintenant la France doit spécialiser en fabrique de cassoulet dans le Sud-Ouest, eh bien, laissons le marché décider. J'en ai rien à... Je vois pourquoi il faudrait... on a un boulevard qui est la qualité de la nourriture et tout. On réussit à avoir un déficit extérieur dans la bouffe en France. Je veux dire, moi, plutôt que de me focaliser sur l'industrie, je me focaliserai sur la bouffe en disant, mais comment ça se fait? Comment est-ce possible que la France ait un déficit extérieur sur ses produits non agricoles? Mais c'est une histoire de fou. Donc, commençons par le premier truc. Libérons notre agriculture. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer réindustrialiser le pays si on ne libéralise pas complètement l'économie. Parce que... si on ne fout pas la paix aux gens. Ouais. Encore une fois, moi, quand je veux dire, essayez de créer une entreprise en France, et c'est un parcours du combattant. Ensuite, vous n'avez pas créé votre entreprise depuis une semaine, que vous commencez à recevoir des papiers pour la Sécu, ou je sais pas quoi, qui vous enjoignent de payer des trucs, vous savez même pas que vous deviez les payer. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pion à Auch pour payer mes études. Vous savez, le pion, c'était le surveillant, quoi. Et ma feuille de paye, c'était une feuille comme ça, je touchais 750 francs par mois, je crois, c'était bien, j'étais très content. Et il y avait une feuille avec 4 lignes, quoi. Et aujourd'hui, quand je regarde le bulletin de salaire de Didier Darcet là-haut, il y a 4 pages qui sont incompréhensibles. Il y en a même une qui m'a fait, mais j'ai pas cru, de Céline, qui s'appelle contribution obligatoire volontaire. Je ne sais plus pourquoi c'était. Contribution obligatoire volontaire. Je crois que c'était pour les syndicats ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des syndicats à Gafcal? On est 7 et 8, quoi. Ouais. À tout péter. Donc, non, je veux dire, on vit dans un monde kafkaïen. Donc, tant que vous aurez rajouté des trucs à des trucs, l'entrepreneur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va ouvrir son usine, je sais pas. Il y a un cas qui est parfait. Le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol. Bon, le Pays Basque français, c'était beaucoup plus riche que le Pays Basque espagnol, pour raison historique. Parce que c'était la France qui payait. L'Espagne était très pauvre. Aujourd'hui, dans le Pays Basque, je crois que vous avez 3 étoiles Michelin. Ils sont tous en Pays Basque, espagnol. Alors qu'avant, ils étaient en France. Parce que, compte tenu des lois sociales et du coup, vous ne pouvez pas avoir un 3 étoiles avec le personnel qu'il faut en France. On n'est pas du tout compétitif en France. Non, parce que les réglementations qu'on a mises sur le restaurant fait que les types ne peuvent pas travailler plus de 35 heures, etc. Donc il faut 2 ou 3 équipes, et vous ne pouvez pas avoir 2 ou 3 équipes dans un 3 étoiles au niveau du 3 étoiles. Ça se fait pas. Ouais, c'est pareil, on en parlait il y a quelques mois, les gens se plaignaient des bénéfices de Total, bénéfices qu'il réalise à chaque fois à l'étranger. Qu'il réalise à chaque fois à l'étranger, parce qu'il a des stocks de pétrole qu'il a trouvés sous la terre, mais en même temps, ils auraient beaucoup mieux fait de gueuler contre les 17 milliards que EDF a payé, quoi. Qu'a perdu. Moi, qu'un type gagne de l'argent, je ne vais pas me faire du souci pour lui, mais le type qui a une position de monopole en France et qui perd de l'argent, et qui perd 17 milliards simplement parce que le gouvernement l'a forcé à perdre 17 milliards, ça mérite des commissions d'enquête. Ouais, là, tout à fait. Donc en tout cas, pas de réindustrialisation avec une économie semi-soviétique, quoi. Oui, c'est comme... c'est ça. Mais on pourrait commencer par là où on est les meilleurs, on le sait, c'est la bouffe. Ouais. Une pétition circule, ça m'a beaucoup intéressé. Non, attendez, je reviens.
On a une question d'un abonné, question de Fabrice. Quel avenir en France pour les gens qui travaillent et qui tentent de s'améliorer? Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. En bon libéral et en bon chrétien, je crois qu'il n'y a d'amélioration qu'individuelle. L'amélioration collective vient du fait que chacun d'entre nous, pour des raisons que nous comprenons, devient meilleur. Mmh. Donc la réponse que je ferai à Fabrice, c'est de lui dire, si vous devenez meilleur, il est probable que vous aurez un effet sur les gens autour de vous qui auront aussi tendance à devenir meilleurs, et ainsi de suite. Ce qui est certain, c'est que ce pays ne s'améliorera pas tant qu'on dira aux gens que travailler est une malédiction. Moi, je me tue à dire aux gens, si vous travaillez et que vous aimez ce que vous faites, c'est une bénédiction. Vous n'allez pas vous emmerder toute votre vie. Richelieu disait, l'homme est un mulet qui se gâte au repos. Eh bien, ne pas travailler, c'est l'abomination absolue. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, quand on aime ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, oui. Moi, je suis étudiant, mais j'ai hâte de travailler tout le temps. Oui, quoi, et puis de mettre en pratique ce que vous avez appris. Et alors, vous allez avoir un choc quand vous allez arriver. Ça m'était arrivé à moi aussi, c'est arrivé à mon fils aussi. Vous arrivez, vous avez fait des études, bon, plus ou moins brillantes, n'importe quoi. Vous arrivez, on vous embauche et on vous dit, fais ça. On vous donne un boulot à faire. Et vous vous trouvez complètement incompétent. Parce que vous ne savez pas si vous allez arriver, donc vous dites, mais vous avez donc le syndrome du gars incompétent, ça va vous suivre quelque temps, mais quand vous aurez travaillé un petit peu, vous vous rendez compte que les autres en savent guère plus que vous. Ouais, c'est ça. Ça va beaucoup mieux. Et puis que peut-être, si vous réfléchissez aux principes qui ont sous-tendu votre éducation juridique, vous pourrez peut-être les appliquer dans des cas pratiques. Il faudra sortir de la théorie pour aller dans la pratique et appliquer. Mais ça, c'est quelque part, c'est amusant. Donc, eh bien, oui, la réponse à votre question est assez claire, c'est qu'il faut continuer à s'améliorer. Et même si ça ne change pas autour de vous, etc., vous devez continuer à vous améliorer, parce que sans ça, vous serez malheureux. Voilà pour la question de Fabrice, merci pour sa question, et donc je rappelle que vous pouvez poser votre question, et je prendrai ma préférée pour la prochaine émission. Donc, une pétition circule, et ça m'a un peu étonné et je trouve ça très intéressant. Une pétition circule pour demander l'arrêt de la recherche en vue de progression majeure de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, bon, par exemple, ChatGPT, on est bien, c'est plutôt efficace, mais peut-être n'allons pas trop loin, en tout cas pas tout de suite. Donc c'est une pétition qui a été signée par exemple par Elon Musk, donc qui lui-même est quand même un grand ponte de la recherche de Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Par Steve. Il fait une différence avec moi sur ce sujet. En tout cas, c'est sûr, oui, il sait de quoi il parle. Donc Elon Musk, par Steve Wozniak, qui avait été le cofondateur d'Apple avec Steve Jobs, et ça a été signé aussi par plein d'autres leaders de la tech. Donc, est-ce que vous pensez que l'humanité peut elle-même arrêter son propre progrès technologique? C'est un peu comme on dit, une expression populaire, c'est tenir un tigre par la queue. Vous savez, c'est en général, il s'agit de quoi? Donc, c'est pas je vais répondre à deux questions. C'est quasiment impossible, hein, techniquement. Et dans les affaires, quand vous y serez, si ça vous arrive, vous vous rendrez compte que de temps en temps, vous vous débouchez, souvent par hasard, dans une situation de croissance explosive. D'un seul coup, ce que vous faisiez tranquillement dans votre coin, ça commence à plaire à tout le monde, et pan, vous vous retrouvez en train d'être la vedette du moment. Eh bien, c'est incontrôlable. La croissance explosive est un machin qui est complètement incontrôlable. C'est une exponentielle, et puis ça part et vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc je ne crois pas que ça puisse être arrêté. Mais par contre, que des gens intelligents comme Musk ou Wozniak s'arrêtent, eux, et essayent de réfléchir sur les conséquences de ça me paraît très souhaitable. Parce que c'est évidemment pas les types qui ont fait l'ENA qui vont réfléchir là-dessus. Alors, je trouve ça intéressant quand même parce que c'était pas une pétition, on va dire, de politiciens qui savent pas trop de quoi ils parlent, qui sont dans leur bureau. Non, c'est des gars qui comprennent, mais ils disent, bon, il est en train de se passer des choses. Moi, je vous avais raconté cette histoire. Je sais pas si elle est vraie, mais c'est ce que m'avait raconté Didier Lao, c'est que
je crois que c'est Microsoft qui faisait des recherches sur l'intelligence artificielle, et ils avaient branché 2 ordinateurs, et au bout l'un sur l'autre, comme ça, et au bout d'un certain temps, les 2 ordinateurs se sont mis à se parler dans une langue que personne ne comprenait. C'est-à-dire qu'ils avaient quelque part fait une langue qui allait plus vite, qui était meilleure que ce que l'on avait. Qui était plus fonctionnelle. Qui était plus fonctionnelle et tout, et puis personne ne comprenait exactement ce qui se disait. Donc on les a débranchés, et puis on a effacé tout. Donc, c'est tout le drame de Prométhée, si vous voulez, qui ça revient du temps des Grecs. À partir du moment où on a filé le feu aux hommes, les dieux, de temps en temps, ils attrapent une colère. Hein. Donc honnêtement, c'est une réponse. Je ne crois pas avoir la capacité intellectuelle pour y répondre. J'y réfléchis, mais instinctivement, je me dis, le cerveau humain est ainsi fait que personne n'y comprend rien et qu'on ne comprend pas le principe même des relations qu'il fait. Donc, j'espère qu'on sera toujours meilleur qu'eux, mais j'en suis pas sûr. Ouais, j'en suis pas sûr non plus. Moi non plus, je pense pas avoir la capacité intellectuelle d'y répondre. C'est vrai que l'intelligence artificielle, faut bien comprendre que c'est une révolution cognitive absolument phénoménale et qui va en plus à une vitesse complètement vertigineuse. Par exemple, donc la dernière version de ChatGPT qui a été rendue publique, donc c'était la version 3.5, elle a été mesurée à environ 81 points de QI. Donc quand même moins intelligente que la plupart des humains. Et là dernièrement sauf ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Voilà, par exemple. Et la dernière version, la toute dernière, qui est pas tout à fait accessible au public, faut payer pour y avoir accès, de ChatGPT, donc la version 4, elle a été mesurée à 96 points de QI. Donc on peut se dire, en plus de ça, il y a eu un laps de temps quand même assez resserré entre les 2 versions. On se dit, bon, s'ils sortent la version 5 points, je sais pas combien, on va être à 120 points de QI. Il est certain que, si vous voulez, par exemple, vous avez des systèmes qui sont fermés. Par exemple, le jeu d'échecs est un système fermé. Ouais. Bon, il est certain que là, on va se faire ratatiner par les machines. Oui, c'est sûr. C'est déjà le cas. Oui. Dans les systèmes ouverts, où la prise de décision est aléatoire, on ne comprend pas exactement prendre des décisions sans trop savoir et tout, je vois pas pourquoi il serait bien meilleur que nous, quoi. C'est parce que nous, on peut prendre en compte le fait qu'il fait beau, que les feuilles sont venues, donc l'optimisme revient. Peut-être l'intelligence artificielle, lui, ils sont pas très sensibles à ces trucs-là. Donc, il me semble que dans les systèmes, et je me demande si en particulier, le droit n'est pas un peu un système fermé. Et donc, par exemple, si vous faites une recherche de jurisprudence, dans le temps, vous alliez dans la bibliothèque et puis tous les arrêts importants avaient été arrachés par les étudiants parce que ils voulaient le transporter chez eux pour pas que les autres l'aient. Maintenant, c'est dans Google, donc vous n'avez plus besoin d'arracher les feuilles, mais à partir du moment où vous n'avez même plus besoin de Google et la recherche, vous dites, faites-moi des recherches sur n'importe quel problème juridique, là, il va vous ratatiner, quoi. Ouais. J'ai pas encore fait la recherche parce que je voulais pas me faire humilier par ChatGPT. En bon étudiant, je n'y ai pas encore, je ne l'ai pas encore sollicité pour faire mes devoirs. Mais oui, à mon avis, il est tout à fait en capacité de trouver les bonnes jurisprudences, les bonnes règles de droit qu'il faut appliquer dans voilà, donc il vous dira il fera des calculs de probabilité, quel est le meilleur dossier que vous puissiez présenter au juge pour que, avec les meilleurs éléments qui vous donnent les meilleures chances. Mais il prendra pas en compte un élément sans doute extérieur au droit. Ouais. Par exemple, le type qui a tué son père et sa mère et qui dit qu'il est orphelin, vous savez, pour ne pas être condamné, quoi. Oui. Peut-être qu'il pensera pas à ce coup-là. Oui, peut-être. Je sais pas s'il est capable de prendre en compte tous ces facteurs-là. mais en tout cas, ouais, c'est assez vertigineux et beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai vu ça dans certains articles de presse qui sortaient, les gens se disent de plus en plus anxieux du fait de se voir remplacer. Maintenant, c'est vieux comme la révolte des Canutes. Ouais. En 1840, je sais plus quoi, à Lyon, etc. Ouais. C'était toujours parce que les machines allaient remplacer les hommes. En fait, non, ça s'est jamais produit. Mais
J'ai toujours dit qu'on avait eu la première révolution qui était l'agriculture, la deuxième la révolution industrielle, la troisième la révolution de l'intelligence. Et la révolution de l'intelligence, elle fait que commencer, et là on ne sait pas trop où ça va nous amener, quoi. Ouais. Mais je comprends que les gens sont je dis pas angoissés, mais en se disant, tous les gens qui font des boulots qui nécessitent d'énormes efforts de recherche, etc., justement comme chercher une jurisprudence, ben, ils vont, à la place d'être payés, je sais pas, 700 € de l'heure, ils vont peut-être être payés 7 € de l'heure, donc pour eux ça risque d'être un peu difficile, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors on va passer dans un système où ces gens-là seront beaucoup moins nombreux qu'ils ne sont actuellement, parce que justement ils auront à leur service une possibilité de recherche démultipliée. C'est comme transposer en fait si vous allez plus loin, c'est une bonne idée, mais si vous allez plus loin et que vous dites maintenant les jugements seront rendus par la machine, ouais. À ce moment-là, on ne devient pas vraiment utile. Oui, et en plus, l'avocat, en réalité, bon, il a un dossier à chaque fois long comme le bras parce qu'il a fait ses recherches, ses machins, ses arguments. Mais en réalité, quand il va devant la barre, il va pas tout à fait citer toutes les jurisprudences. Il va beaucoup utiliser le logos, le pathos, justement pour essayer de sensibiliser le juge. Je crois que les machines ne sont pas très sensibles au pathos, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que ChatGPT va pas être très sensible. Je ne sens pas une âme tendre. Ouais, moi non plus. Et en plus de ça, si on transpose une intelligence d'une grande qualité dans les robots, par exemple, que fait Boston Dynamics, on se dit, bon, je sais pas où ça va arriver, mais enfin, c'est sûr, il y a quelques films de science-fiction qui ont essayé de montrer ça. Non, là, en effet, on va... Vous savez, autrefois, quand les gens faisaient des explorations au 14e, 15e siècle, ils allaient dans des endroits où il n'y avait pas de carte. La carte était blanche. Donc on arrivait dans des territoires où la carte était blanche, on savait pas où aller, quoi. Donc le but, c'était d'ailleurs de venir avec une carte qui marchait, quoi. Mais là, il y a des tas de territoires où on rentrait, on est en territoire blanc. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà pour les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Je trouve que c'est des sujets assez intéressants. Bien sûr. Et bah sur ce, je remercie chacun pour son attention, pour cette émission. Nous sommes d'ailleurs disponibles, je le disais plus récemment, mais nous sommes disponibles en podcast sur Spotify et sur Deezer. Voilà, si vous préférez nous écouter dans le métro, ce genre de trucs pour les prochaines fois. Profitez-en pour écouter en voiture, parce que d'ici une dizaine d'années, vous n'aurez plus de voiture. Donc. Ouais, tout à fait. Donc voilà pour nous écouter dans la voiture. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.